Je vais retracer un petit peu avec vous l'histoire de cette cohorte et puis essayer d'en tirer un certain nombre d'enseignements. Et surtout pour les plus jeunes, je pense, car je pense que cette aventure elle peut apporter beaucoup d'enthousiasme à des jeunes qui voudraient travailler en recherche clinique. Donc la cohorte, elle est née en 2010. Au début, c'était une cohorte qui devait se mettre en place simplement sur le territoire de la Bretagne. Et puis petit à petit, on a gagné du territoire. Et elle s'est ensuite localisée sur ce qu'on appelle la région Hugo, des hôpitaux universitaires du Grand Ouest. C'est une cohorte qui avait des objectifs très précis et une façon de travailler très précise dès le début. On voulait intégrer l'intégralité des centres de néphrologie du territoire considéré, et c'est ce qu'on a fait maintenant qu'on est sur le territoire avec Hugo. On voulait associer l'intégralité des intervenants, des secteurs publics, privés, associatifs, et on voulait un territoire restreint pour essayer d'avoir des données épidémiologiques qui soient adossées à un territoire et de pouvoir utiliser ces données ensuite dans nos études. Donc, vous avez ici les personnes qui étaient là dès le début, bien sûr, sur le versant clinique et du laboratoire de génétique moléculaire, et donc Claude Ferrec à l'époque, Marie-Pierre, et puis toute l'équipe de recherche clinique actuellement en place. Je remercie bien sûr l'intégralité des centres qui participent à Hugo depuis de nombreuses années et qui ont permis tout ce qu'on a pu faire. Alors. Ensuite, la grande leçon de Jenkins, c'est bien sûr la collaboration à l'échelon d'un territoire, et c'est aussi l'ensemble des collaborations nationales et internationales qu'on a pu mettre en place et que je ne vais pas détailler puisque beaucoup de travaux ont été présentés déjà. Mais c'est très important quand vous avez une cohorte, qu'elle est bien phénotypée. Et puis l'avantage de la cohorte Jenkins, c'est qu'on avait aussi la totalité de nos patients génotypés. Vous devenez très vite intéressant pour les collaborations internationales. Et donc, on a pu travailler avec de nombreux centres ici, bien sûr, la Mayo Clinique, Groningen, Olivier de Veuss, etc., Lucan Necker, etc., et pouvoir collaborer sur tous ces sujets. Je ne vais pas détailler. Petite réflexion que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'une telle aventure présente une structuration, une pérennité très fragile. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est tout donné, tout gagné, Genkist. En fait, qu'est-ce que c'est que Genkist? C'est une cohorte qui a été mise en place sur un PHRC régional en 2009. Ce PHRC, pour des raisons réglementaires, est toujours ouvert, parce qu'on n'a autrement aucune autre existence légale. Paradoxalement, il a obtenu un label dans le cadre du réseau GIRSI, donc des hôpitaux du Grand Ouest. Mais comme toujours dans ce genre d'appel d'offres, c'est bien sûr, c'est bien sûr très, très, très valorisant, mais pas un centime. Qu'est-ce que c'est que Genkist aujourd'hui? C'est d'abord la cohorte clinique, une collection biologique un petit peu disparate, multisite, avec du sang, de l'urine, des tissus, différentes collections, une DNA Tech, une banque d'imagerie anonymisée, et puis plus récemment, donc, la labellisation au sein de Maria. Je vous ai mis ici parce que je pense que c'est intéressant pour les plus jeunes aussi de comprendre comment ça marche. Quand vous avez une cohorte comme ça, vous passez votre temps à chercher bien sûr des crédits. Vous avez ici tout ce qu'on a essayé d'obtenir sur toutes les années. J'ai fait le bilan en 14 ans. 1,5 million d'euros, ça peut faire beaucoup comme ça fait juste 100 000 euros par an pour une cohorte, vous verrez tout à l'heure, de près de 4 000 patients, avec tout ce que ça entraîne comme travail. Bien sûr, c'est complètement déficitaire, c'est-à-dire qu'on est obligé de mettre de l'argent propre, d'autres crédits sur la cohorte. Alors maintenant, Maria va nous aider probablement un petit peu. Et puis demain, peut-être, on ne sait pas encore, ce fameux plan maladie rare. Et puis le grand projet France 2030 avec les composantes France Cohorte et puis France Biobank, dont on n'a pas encore ni les contours ni les appels d'offres. Et typiquement, on essaiera bien sûr de candidater à tous ces éléments. Donc aujourd'hui, je vous disais, ça c'est la photographie qui a été faite très, très récemment, de la cohorte, avec un outil automatique qui nous donne, donc, qui a été mis en place par Kathleen qui travaille avec nous dans l'équipe. Donc vous avez actuellement 3 755 patients dans l'étude. Vous avez 29 centres, vous avez 257 investigateurs, vous avez ici
tous les centres qui participent et le nombre de recrutements. Et vous avez la courbe de recrutement qui, vous voyez, n'est pas encore arrivée à son plateau. Donc on continue à recruter tranquillement dans Jenkins, même si ce n'est plus la vitesse de recrutement initiale. Alors, l'importance de cette cohorte, avec les caractéristiques que j'ai définies tout à l'heure, c'est la possibilité, bien sûr, d'avoir une photographie épidémiologique. Ça paraît anodin, mais finalement, l'ensemble des travaux qu'on peut sous-tendre nécessite d'avoir des données épidémiologiques qui soient carrées. Donc, vous avez ici dans la cohorte l'âge moyen à l'inclusion, 54 ans. Vous avez ici dans notre cohorte, sur près de 3800 malades, l'âge médian diagnostic. Vous voyez, c'est très représentatif probablement de ce qui se fait en France, à peu près 35 ans. Et donc, vous voyez qu'on a assez peu de pédiatriques dans la cohorte génétique PIS, 2% de moins de 10 ans. On a quand même une petite portion donc pour répondre à Jamila, de patients qui sont entre 10 et 19 mois au moment du diagnostic, donc 9,4%. Et vous voyez la représentativité dans toutes les classes d'âge. On a en fait 71% des patients qui sont non insuffisants rénaux terminaux. On a 6% de dialysés et 24% de greffe. Et ce qui est très important aussi, je pense, et c'est ce qu'on a essayé de faire à tout prix, c'est d'avoir une bonne représentativité dans les stades MRC précoces, parce que ça permet vraiment d'étudier la pathologie et sa présentation, parce que beaucoup de cohortes à travers le monde sont enrichies artificiellement de patients graves. Et donc, il est très difficile de faire des études sur l'évolution de la maladie. Alors, un point important aussi, c'est le mode de diagnostic dans la polykystose, dans notre cohorte, quelque chose qui fluctue au cours du temps. Et on voit très, très bien qu'aujourd'hui, vous voyez, la première cause de diagnostic, la première moyen de diagnostic dans notre cohorte, c'est l'enquête familiale. Donc ça a beaucoup évolué dans la cohorte au cours du temps, ce qui veut dire que, en fait, le fait d'avoir créé cette cohorte, d'avoir intégré des patients, nous a donné la possibilité ensuite d'avoir des enquêtes familiales, de recruter des enfants, etc., etc. Et c'est devenu donc, et c'est pas le cas dans toutes les cohortes à travers le monde, la première cause de diagnostic. Ensuite, vous avez toujours la découverte fortuite, et puis à moindre degré les complications de la maladie. Alors, qu'est-ce qu'on a appris dans Jenkins? En fait, qu'est-ce qu'on savait? C'est ça surtout qu'il faut savoir. En 2008, on connaissait bien sûr le phénomène de progression kystique, on connaissait le phénomène de décroissance de la fonction rénale, on connaissait les signes cliniques de la maladie, et puis on avait aussi sur le plan génétique, j'ai repris un copier-coller d'une diapo de tout début qui vient du laboratoire de génétique, où à l'époque on avait PKD1, PKD2 et PKD3 point d'interrogation, qui était cette boîte noire des gènes non PKD1, PKD2 à l'époque. Voilà la photographie de 2008. Un peu... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a appris depuis? On a appris depuis, on a eu une meilleure connaissance de la présentation clinique de cette maladie. C'est très important pour nous d'avoir pu obtenir ces données en termes de douleur, d'hémorragie kystique, d'infection kystique. Ça, ce sont les pourcentages à l'inclusion. Et je vous rappelle que Jenkins, c'est une cohorte, une photographie de patients. Et la majorité des données sont les données à l'inclusion. Vous voyez que donc la douleur représente à l'inclusion 39% des patients, les antécédents d'hémorragie 35,5%, etc. Et vous avez surtout les tranches d'âge qui nous ont permis de mettre un point, bien sûr, sur la précocité de certaines de ces manifestations cliniques et ensuite ce qui conduira à l'utilisation de ces données dans les modèles prédictifs. Donc ça reste, à mon sens, même si ce n'est pas de la science pure, des données très précieuses pour étudier une maladie. L'hypertension, de la même façon, je vais très vite, mais on a pu définir les pourcentages de patients hypertendus traités à différentes classes d'âge, à différentes classes de la MRC, et également de pouvoir faire des catégories de patients selon la date de l'apparition de l'hypertension en fonction de l'âge. Alors tout ça, bien sûr, vous avez vu ces courbes ce matin, mais c'est grâce à tout ça. C'est-à-dire qu'on a pu travailler sur les modèles prédictifs et Émilie a pu faire ce papier en 2013 que grâce à le bon remplissage de tous les cahiers d'observation et les données précises cliniques qui étaient dans la cohorte. Donc, caractérisation des facteurs cliniques de progression qui étaient
en partie connus à l'époque, mais dont on n'avait pas le poids réel et qu'on a pu quantifier sur ce premier papier. Donc, le fait d'avoir une hypertension avant 35 ans, le fait d'avoir des complications neurologiques avant 35 ans, caractérisation des facteurs de progression génétique. Donc ça, vous avez vu ces papiers aussi très largement, je ne vais pas revenir dessus. Donc ça aussi, c'était peu ou moins bien connu. On savait que PKD1 était plus sévère que PKD2, mais on n'avait pas rentré en ligne de compte le caractère tronquant ou non de la mutation. Et on a pu mettre ça en évidence dès 2013 dans ce papier. Et ensuite, bien sûr, on ne va pas revenir dessus, tout ça nous a permis de mettre en place ce score pronostic, le ProPKD, qui en fait était un petit peu trop précurseur et donc qui n'a pas pu avoir une place prépondérante par rapport effectivement aux critères radiologiques et à la classification de la maillot clinique, parce qu'il est bien clair qu'à cette époque-là, peu de centres avaient accès à la génétique et la majorité des centres finalement pouvaient avoir accès à un scanner ou à une IRM. Voilà, je ne vais pas insister là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que, et c'est probablement le sens des recherches qu'on continue à mener, c'est que finalement, les deux scores ne se regroupent pas parfaitement, et c'est le sens du papier qu'on avait fait avec Émilie et qui était pris dans NDT, c'est que quand on regarde la stratification par score de la Mayo clinique et qu'à l'intérieur de ces strates, on réinstalle le score pro PKD, on s'aperçoit, et ça c'est l'exemple des patients de l'étude Tempo, on s'aperçoit qu'on peut différencier des patients qui avaient un score de progression important selon le score de la myoclinique, mais qui n'avaient pas de score de progression selon notre score à nous et qui ne bénéficient pas du traitement par le tolvaptan. Donc probablement que dans des essais cliniques, cette double stratification aurait permis de sélectionner un groupe de progression de façon beaucoup plus pertinente. Alors, donc, je rappelle ce qu'a dit Olivier. Finalement, les KDIGO ont retenu encore que le ProPKD score peut être utilisé en termes de la prédiction de la maladie, mais bien sûr, il faut avoir accès aux données génétiques. Un point qui est important et qui reste, qui n'a pas encore débouché fortement, c'est que on travaille sur des modélisations et des modèles de prédiction de la perte de fonction rénale et de façon un peu plus précise que l'âge d'arrivée à l'insuffisance rénale terminale. Et vous avez à gauche ici un histogramme que j'aime bien présenter parce qu'en fait, ça vous représente le fouillis complet et la variabilité énorme de la décroissance de la fonction rénale dans la polykystose. Plus on est foncé sur ce diagramme, plus on est proche de la moyenne du groupe. Et puis, vous voyez cette dispersion énorme. Et donc, on a travaillé quand même à plusieurs reprises sur les facteurs qui influencent la perte de fonction rénale. Et vous n'êtes pas surpris de retrouver les mêmes facteurs que ceux qui conduisent à l'insuffisance rénale terminale, les facteurs génétiques, hypertension, les événements urologiques, mais des facteurs qu'on a découverts ici, comme le tabagisme et l'existence d'un diabète. Et donc, plus récemment, Julie, qui a fait son Master 2 dans le service, a retravaillé encore sur d'autres modèles, cette espèce de modélisation des courbes, que ce soit de façon linéaire ou sur des modèles un peu plus complexes, et surtout a fait un premier essai de modèles prédictifs en fonction d'une fonction rénale à une date X, et c'est de prédire la fonction rénale dans le temps. Et vous avez ici le résultat de ce modèle qui n'est pas encore parfait, et avec une erreur moyenne de 12 minutes par minute. Oui, alors c'est exactement la même chose en fait que l'erreur de prédiction du modèle de la Mayo clinique en fait. Donc il est très proche. Donc on n'utilise que des données cliniques et génétiques et eux que des données d'imagerie. Alors, pour revenir un petit peu sur des données d'imagerie, vous allez avoir un topo tout à l'heure de Pierre-Henri Conze. C'est vraiment le gros problème, la, le temps passé à mesurer ces volumétries, donc comme vous voyez là qui défile sur la gauche, et donc la mise en place de moyens automatisés de mesure, ça a été vraiment d'emblée avec cette collaboration qu'on a pu faire une obsession. Et donc en ce moment, on a un modèle déjà un peu semi-automatique qui fonctionne. J'espère qu'on ira encore plus loin, ce qui permet vraiment d'accéder à ces données de volumétrie et de pouvoir les intégrer dans nos modèles prédictifs. Ça, c'est majeur, bien sûr. Alors, ça peut aussi marcher pour le foie, bien sûr.
Et donc, il va vous en parler tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a appris aussi? Bien, la fameuse boîte noire, vous l'avez vu tout à l'heure, Émilie vous l'a décrite. Hein. Donc, on a l'intégralité de ces nouveaux gènes dans le cadre de la polykystose. Pour moi, ça reste toujours un petit peu compliqué de dire que ce sont des polykystoses, mais je vois que les Cadigo continuent à les appeler comme ça. Mais ce sont des maladies quand même totalement différentes. Voilà, en fait, l'état des lieux à ce jour. Euh, Ce qu'on a, le Genkist aussi a permis de continuer à travailler sur, en particulier, les anévrismes intracérébraux et le risque d'anévrisme intracérébraux. Ça, c'était l'ANR d'Emily, l'étude Genovas, qui a été menée avec la collaboration de nombreux centres en Europe et dans le reste du monde. On a pu déjà avoir des résultats préliminaires sur le plan clinique, avec simplement ce qui avait été fait par une de nos internes, Cyriane Lefebvre, la mise en évidence des facteurs de risque clinique d'anévrisme rompu. On a retrouvé des facteurs de risque qui étaient très classiques, hein, l'hypertension, le gène aussi, bien sûr, et ce qui était un peu surprenant, ce qu'on a mis en évidence, le tabagisme est un facteur qui rentrait positivement dans le modèle. Voilà, donc ça, c'est des travaux qui sont toujours en cours, hein, puisque l'étude est toujours en phase d'analyse. Genkist a aussi participé à de nombreux essais cliniques. On a été bien sûr partie prenante des premiers essais du tolvaptan. Et puis maintenant, on a des cohortes qui sont sous tolvaptan dans Genkist et on a une surveillance particulière, c'est-à-dire qu'on a des pages du CRF où on étudie spécifiquement les patients sous tolvaptan. Et vous voyez, ce n'est pas anodin, on a 180 patients sous tolvaptan dans Genkist, donc c'est une cohorte qui est intéressante. Vous avez ici les caractéristiques de cette cohorte avec à l'initiation du traitement un CKD, donc une fonction rénale à peu près à 54 minutes par minute, à peu près autant d'hommes, de femmes que d'hommes. Vous avez ici la mutation génétique, donc essentiellement des PKD1 troncantes et non troncantes, un petit peu de PKD2. On était très réticents à traiter les PKD2 au début dans la cohorte. Voilà, vous avez les stades ProKD2 à l'initiation du traitement, les stades MRC au début du traitement. Vous voyez qu'on a traité bien sûr des 3A, 3B, mais aussi des formes très précoces. Hein. 12% des patients traités sont au stade 1, donc ils ont une fonction rénale normale. Et puis, voilà, les stades maillots, bien sûr, on a respecté les réglementations, et en particulier la réglementation française, essentiellement des maillots 1C, 1D, 1E. Voilà, donc à ce jour, sur les 180 patients, juste pour vous donner un petit bilan, parce que je pense que c'est intéressant aussi les études de la vraie vie, en dehors des études, on a 90 patients qui sont encore sous Ginarc. La majorité, et ça c'est peut-être une spécificité de notre cohorte, c'est qu'on a insisté beaucoup pour aller jusqu'à la dose maximale. Donc vous voyez ceux qui sont encore sous Ginarc, 80% d'entre eux prennent la dose de 90-30. Voilà. Nous avons maintenant une durée moyenne de traitement de 54 mois. Les causes d'arrêt de traitement, en fait, il ne faut pas être impressionné par le nombre d'arrêts. C'est-à-dire qu'une grande partie de l'arrêt de traitement, c'est le retour, c'est la survenue de l'insuffisance rénale terminale, donc la dialyse ou la transplantation, pour des patients qui, pour certains, ont été traités à des stades tardifs et qui ont évolué tranquillement jusqu'à l'insuffisance rénale terminale. On a en fait 6 cas simplement sur les 180 de cytolyse hépatique, c'est pas rien, mais voilà. Et vous avez autrement, bien sûr, le syndrome polyuréopolypsique mal toléré qui représente la deuxième cause avec 25%. Voilà. Alors, juste ce petit point, parce que c'est quelque chose qu'on est en train de retravailler. On a essayé, en fait, vous savez que les études sur l'efficacité de tolvaptan sont basées sur des études comparatives entre un groupe traité et non traité. Et nous, on a essayé de se mettre dans la position de vérifier si la pente de décroissance du malade lui-même, étant son propre témoin, était différente. Pour ça, c'est intéressant d'avoir une cohorte parce que vous avez les créatines antérieures et vous avez la pente de décroissance avant et la pente de décroissance après. Et sur un groupe de patients, un premier groupe de patients qui ne représente pas toute la cohorte, donc on va les retravailler, on a eu l'impression qu'on avait vraiment la possibilité de prouver qu'à titre individuel, le tolvaptan était efficace. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va terminer assez rapidement. Voilà, alors que, je sais pas, il me reste 2 minutes, je sais pas. Oui, alors, l'avenir, bah, c'est cette étude complique. Donc, on a réussi à avoir
comment dirais-je, un financement pour une étude précise. On veut s'intéresser de façon très pratique aux complications kystiques dans la polykystose. Et donc, c'est une étude qui est menée essentiellement conjointement avec l'équipe de radiologie interventionnelle du CHU de Brest, donc Jean-Romain Risson et Thomas Hébert qui est dans la salle, donc, où exactement, comme on en a entendu parler ce matin pour les foies, on passe en RCP, donc on a créé une RCP complication, les patients qui ont des infections de kyste, des compressions kystiques, etc., pour voir quel niveau d'intervention on peut mettre en place. Et ça a débuté et ça marche bien. Et je vous encourage, si vous avez des patients un peu compliqués, à nous joindre à cette RCP qui se fait par visio et où on analyse les dossiers de ces patients les plus compliqués. Voilà. On a aussi l'étude JVAPLD, qui est une étude qui a été financée par le fonds de dotation du CHU de Brest, qui est mené par Émilie, où on va s'intéresser à la polykystose hépatique, cette fois avec la variabilité génétique dans la polykystose hépatique. Donc, on a donc Florence Tanet, qui est hépatologue de Brest, qui est avec nous dans ce projet. Et on va associer, bien sûr, l'ensemble des centres de la région Hugo pour essayer d'étudier cette variabilité. Voilà, donc un petit peu un panorama de ce qu'a été cette aventure d'une quinzaine d'années. Et merci surtout à tous d'avoir participé. Et l'aventure n'est pas terminée. Merci. Des questions dans la salle. Yannick, merci beaucoup. Tu as insisté sur l'importance du recrutement précoce de ces patients pour bien voir le cours naturel de la maladie. Je voudrais aussi demander, on se rend compte qu'en fait, les patients sont très peu suivis après dialyse et transplantation. Et quand même, la durée de vie s'allonge, etc. Donc, est-ce que vous avez un plan aussi pour le suivi de ces patients lorsqu'ils sont en traitement substitutif? C'est une très bonne remarque parce qu'en fait, c'est un petit peu une boîte noire aussi, ça. C'est-à-dire que une fois qu'ils ont atteint l'insuffisance rénale terminale, on les oublie. Euh, Par exemple, quand on parle des complications kystiques, c'est important. Les complications kystiques post-transplantation ou alors qu'on est en dialyse, on ne connaît pas très très bien. Et comme je disais tout à l'heure, pour avoir une vraie épidémiologie de ces complications, il faudrait pouvoir être capable de les suivre. Donc, a priori, nous, mais ça ne marche pas toujours très très bien. On doit donner des nouvelles des patients tous les 3 ans et implémenter les résultats dans la base, mais c'est surtout les patients qui sont en maladie rénale chronique pour qui ce compte rendu à 3 ans est rendu. Et on n'a pas beaucoup de résultats pour ceux qui sont en greffe ou en dialyse. Ouais, c'est vrai, hein, mais bon, ça serait aussi un travail assez